Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aline Bartoli. Aline Bartoli est la fondatrice de la société The Big Boost et l'animatrice du podcast du même nom. Vous la connaissez certainement, elle accompagne depuis plusieurs années des entrepreneurs à développer un business rentable, structuré et aligné, sans marketing agressif et sans injonction à l'épuisement. Avec elle, nous allons parler de son parcours, de sa réussite bien sûr, mais de cadre aussi, de choix et de ce que ça peut coûter aussi de faire grossir sa société. Je ne vous en dis pas plus et je laisse place à mon échange avec Aline. Aline, merci à toi d'être présente à mon micro. Je suis très honorée de t'accueillir. Après avoir fait ta présentation avec mes propres mots, est-ce que tu veux bien te présenter avec les tiens? Merci Sandy, je suis vraiment trop contente d'être là. Donc, ravie d'échanger avec toi aujourd'hui. Je suis sûre que ta présentation était au top, donc je vais pas en remettre une couche. Souvent, je dis que pour me présenter, je le fais sous forme de 3 casquettes ou 3 bullet points. La première, c'est que je suis avant toute chose coach business, diplômée depuis, 2021 et c'est un métier qui me passionne, l'accompagnement des entrepreneurs. La deuxième casquette, c'est celle de podcasteuse puisque, toi-même tu sais, j'anime le podcast Je peux pas, j'ai business depuis, 2019 et ma troisième casquette, maintenant je dis que c'est aussi celle d'entrepreneuse. On aura le temps d'en reparler au long de cet épisode de podcast, mais finalement je ne fais pas que du coaching business. Aujourd'hui, je dirige plusieurs boîtes, je fais tourner une équipe avec des salariés, je travaille aussi avec des freelances et cetera et c'est un tout autre métier que j'ai dû apprendre, une toute autre casquette aussi. Merci à toi en tout cas. C'est l'objectif de comprendre comment on fait pour devenir, une serial entrepreneur, comment on fait pour gérer tout ça, avant d'être à cette tête-là et à tout ce succès en personne, en personnalité et figure publique, hein, parce que c'est comme ça que moi je te vois. Est-ce que tu veux bien nous parler de qui tu étais avant l'entrepreneuriat et peut-être en tant que petite fille et les qualités que tu retrouverais aujourd'hui, dans ton actualité de femme? C'est une bonne question et merci de me flatter autant. Si je savais, je serais venue bien bien avant. Écoutez le podcast de Sandy dès que vous avez un coup au moral. Quand j'étais petite fille, je pense que j'ai été, la bonne élève. Ça vraiment, c'est le terme qui me, caractériserait le mieux. J'étais vraiment la bonne élève, qui avait, les bonnes notes, qui écoutait sagement en classe, qui ne voulait jamais sortir du cadre, qui respectait, à la lettre les règles qu'on lui donnait. J'étais aussi assez pas introvertie, mais solitaire. J'avais beaucoup d'amis, mais j'avais toujours envie d'être seule. C'était un petit Ouais. peu un petit peu, le contraste et j'adorais passer des heures entières, à ranger ma chambre, ranger les livres de bibliothèque de mes parents par ordre alphabétique, ou par couleur quand j'avais envie de me réinventer ou autre. Donc je dirais ça, ouais, bon élève. On peut retrouver aujourd'hui ce côté, qui a envie, de bien faire les choses dans les règles, même si quand on est entrepreneur, malheureusement, c'est pas toujours compatible de vouloir faire bien les choses dans les règles avec le côté entrepreneuriat qui nous demande, d'être constamment en train, de se mettre en mode pirate, de tenter des nouvelles choses, de casser un petit peu les règles et cetera. Et je pense qu'un peu plus tard, dans ma préadolescence, adolescence, j'ai aussi un autre gros pan qui est venu s'ajouter à ça, c'était le pan de l'indépendance et de la liberté, où en fait, Oui. très vite, j'étais en mode: «OK, je respecte les règles, mais foutez-moi la paix». Ce qui se Ah. traduisait avec, quand ma mère me disait, «OK, tu as eu des bonnes notes, tu as le droit de sortir jusqu'à 22:00», fallait pas qu'elle me demande ni où j'allais, ni avec qui j'étais. Par Ah contre, je oui, rentrais à 22:00, tu vois? Et c'est j'avais bien. très vite ce côté de: «OK, je suis comme ça, mais faites-moi confiance, laissez-moi libre» et même si j'adorais ma famille et que j'ai jamais eu vraiment eu de enfin, il y avait pas de problème dans ma famille, hein, j'ai des parents très aimants, mais dès que j'ai pu me barrer de la maison, c'est-à-dire à l'âge de 17 ans, la première chose que j'ai voulu faire, c'est d'aller le plus loin possible de chez mes parents. Donc à l'époque, c'était Paris, pour être toute seule, avoir mon appartement, ma vie, ma liberté, mon emploi du temps, faire ce que je voulais et cetera. Entrepreneur dans l'âme, ah bah, qui Ah s'ignorait oui. à l'époque? Ça faisait partie, de ton ADN finalement et du Exactement. coup, tu es partie, à Paris à 17 ans du coup pour faire quoi? Alors à la base, c'était pour faire des études de cinéma. L'histoire un petit peu drôle, c'est que comme beaucoup de lycéens, en fait, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. J'avais plein d'idées, plein d'envies. Je voulais être, décoratrice d'intérieur, puis après finalement je voulais être prof, et puis finalement je me disais que ce serait cool de faire X ou Y chose, mais en fait je changeais un peu tout le temps d'avis et j'avais pas la sensation d'avoir trouvé quelque chose qui m'allumait vraiment et je Ouais. me rappelle très bien ma mère qui m'avait emmenée à un moment, chez une personne
qui était spécialisée dans les choix professionnels pour les ados. Alors D'accord. il y a certainement un nom à ce métier-là, mais qui fait passer un petit peu des tests, des choses comme ça. C'est un peu comme la dame du CDI, mais en version plus, plus, plus et Ouais, qui nous je dit vois. finalement, un conseil d'orientation, voilà, un truc comme ça, mais indépendant. Et cette personne-là, après, tous les tests qu'elle m'avait fait passer, m'avait dit, «Ah mais Aline, c'est trop bien, tu as des bonnes notes, tu devrais, bosser dans la politique, être diplomate, bosser en ambassade» ou que sais-je. Et en fait, je me souviens très bien qu'à ce moment-là, je m'étais dit: «Ah ouais, trop bien», mais avec le recul, je m'étais pas dit: «Trop bien» parce que l'idée me parlait, mais je m'étais dit: «Trop bien» parce que l'image sociétale que ça Mmh. renvoyait Ouais, d'une carrière, hyper, sexy, de quelque chose dont mes parents seraient fiers, quelque chose qui permettrait de briller en société et cetera. Et en fait, quand je suis rentrée, je me suis renseignée, j'ai commencé les process pour m'inscrire à Sciences Po. ouais. Et en fait, au milieu du process, je me suis dit: «Non, en fait, c'est pas du tout moi. Je vais m'emmerder à mourir». Je me souviens regarder le programme de Sciences Po et me dire: «En fait, les seules matières qui m'intéressent un peu, c'est les Ouais. options». Ah oui. Voilà, le tronc commun, il y a rien qui me passionnait. Et donc je suis allée voir mes parents et je leur ai dit: «Papa, maman, je vous l'ai pas dit, mais j'ai postulé en cachette dans une école de cinéma, j'ai été acceptée et du coup, payez-moi l'école s'il vous plaît, la rentrée, c'est en septembre à Paris». Ils t'ont soutenu. Et mes parents, ils sont extraordinaires là-dessus. Ils m'ont soutenue. J'avais préparé une présentation PowerPoint pour leur prouver par A plus B en quoi il fallait que je fasse ce choix-là et en quoi c'était le meilleur Bonne choix élève. pour moi. La bonne élève et celle qui savait comment persuader ses parents et qui mettait toutes les chances de son Génial. côté. Et donc finalement, je suis partie, à Paris, non pas pour faire Sciences Po, mais, pour entrer en école de cinéma. D'accord, donc tu as fait ça et est-ce que tu as travaillé en tant que salarié après, dans ce milieu-là ou pas du tout? Comment ça s'est passé ton aventure professionnelle? Pas du tout. J'ai fait cette école, donc je suis sortie diplômée, licence, de production en audiovisuel, donc ça parlera peut-être, aux personnes que tu formes, à toutes les assistantes ou futures assistantes, qui nous écoutent. Moi, j'étais passionnée par le côté je voulais être la petite souris qui savait comment ça se passait dans les coulisses des grandes productions, des grands tournages. Je voulais être dans le côté organisationnel, gestion du planning, des finances, petites mains et cetera. Ça m'intéressait pas d'être ni devant ni derrière la caméra, encore moins dans le décor ou dans la technique, mais je voulais juste chapeauter tout le projet. Donc je me suis orientée vers la filiale de la production audiovisuelle, j'ai été diplômée, j'ai fait mes stages, tout s'est très bien passé. Et après ça, je me suis dit: «Je veux bosser dans le monde de la pub» parce que j'étais Mmh. passionnée de marketing et de pub. J'avais une passion pour les pubs de luxe, tout Mmh. particulièrement celle, de Cartier entre autres, qui était un peu ma marque de cœur à cet âge-là. Et du coup, je suis rentrée, faire une équivalence d'1 an, donc je suis rentrée en niveau master 1 en école de marketing et de publicité, juste après ma licence, audiovisuelle. J'ai fait 1 an, j'ai détesté. Non pas Ah, parce que, les cours étaient pas intéressants, mais parce qu'en fait, je sentais que j'avais plus du tout envie d'être étudiante. Et vraiment rester, toute la journée sur des bancs d'école à faire des devoirs en groupe qui servaient à rien, qui étaient tout sauf concrets, je sentais que j'avais atteint ma limite de: «J'ai besoin de rentrer dans le monde professionnel». Et donc là, j'ai fait ce que toute personne, sensée, et responsable fait. J'ai pris mes clics et mes claques et je me suis barrée à New York pendant 1 an avec un sac à dos, ne sachant pas parler anglais, ah oui? tout simplement parce que j'adorais Gossip Girl. Et je me suis dit: «Je vais trouver un stage là-bas». D'accord. Heu, pour la petite histoire, j'avais quand même cherché quelques mois avant de partir et en fait, je trouvais rien, j'avais pas de réponse. J'ai eu quelques entretiens, mais c'était pas du tout concluant, sachant qu'à l'époque, on était en 2014, donc c'était pas du tout, les entretiens par Zoom ou Google Meet ou autre, Ouais. c'était loin d'être la norme, même si, il y en avait un petit peu et cetera. Et du coup, en fait, je me suis dit: «Bah, je vais partir et puis je vais toquer à la porte de tout le monde, puis quelqu'un me donnera bien un stage». Donc je suis partie à New York. En 3 semaines, j'ai trouvé un stage dans un magazine, de mode, de luxe et cetera, qui m'a embauchée comme retoucheuse photo à l'époque parce que je maniais un peu Photoshop, c'était une, petite passion que j'avais développée à côté pour l'image et cetera. Et en fait, j'ai appris là-bas le métier de retoucheuse photo. J'ai dû me former très vite parce que les choses qu'on attendait de moi étaient quand même avec des très, très hauts niveaux de standards, hein. Ça rigolait pas, hein, le monde de la beauté, du luxe et cetera. Donc je me suis formée extrêmement vite en quelques semaines. Je me rappelle que la journée, je bossais dans le magazine et la nuit, je suivais des tutos YouTube, en russe avec des sous-titres parce qu'à l'époque, c'était les Russes les meilleurs, sur la retouche photo. Et en fait, je me suis prise d'une énorme passion pour ce métier et je suis devenue retoucheuse photo freelance. Et dès mon retour de New York, en fait, j'ai commencé à bosser comme retoucheuse photo. J'ai été salariée pendant 6 mois comme caissière chez Monoprix, juste le temps de mettre assez d'argent de côté pour vraiment me lancer là-dedans. En parallèle, je cherchais mes premiers clients, je faisais mes premières missions, pro bono et cetera. Et en fait, au bout de 6 mois, je me suis lancée et j'ai été retoucheuse photo, pour des marques de luxe, Non, donc dans la c'est bon. pub et cetera, pendant, quasiment 7 ans.
Et du coup, tu avais quel âge à ce moment-là quand tu as lancé ta boîte? Parce que du coup, tu étais vachement jeune. J'ai lancé ma boîte en 2016, du coup j'avais 23 ans, 24 Waouh, ans? bravo. 23 ans. Bravo pour le parcours. Donc toi, la fibre entrepreneuriale, tu l'as eue très tôt quand même. C'est tous les indices étaient là en fait, avec le recul, je m'en rends compte. Ouais, ouais, c'est clair. Est-ce que tu as eu besoin de te sentir légitime ou est-ce que ça t'est venu spontanément tout de suite, tu t'es pas posé de questions et ça a été fluide? Je pense que je me suis pas posé de questions. Alors ça veut pas dire que je n'ai jamais eu le syndrome de l'imposteur, hein. Je pense que je l'avais toujours en trame de fond, mais j'ai jamais vu ça comme quelque chose qui m'embêtait ou qui m'empêchait en fait de passer à l'action, quoi. Je savais que je voulais être à mon compte, je savais que j'étais passionnée, je savais que j'avais envie d'y arriver et il y a une petite voix au fond de moi qui me disait: «En fait, je sais que je vais y arriver. Je sais pas encore ni quand, ni comment, ni dans quelles circonstances, mais je sais que je vais y arriver» et du coup, le syndrome de l'imposteur n'était qu'un composant et non pas un élément déterminant, si ça fait sens. Ouais, c'est ça. Bravo à toi et du coup, ton entourage, comment est-ce qu'ils l'ont pris que tu te lances à ton compte? Est-ce que tu as des entrepreneurs dans la famille et c'était assez naturel? A priori, tu as l'air d'avoir une famille qui t'encourage, ça a été le cas, j'imagine? Ou est-ce qu'il y a eu quand même un peu des peurs pour toi? Il y a eu les 2. Alors, tu as très bien détecté, mon père est entrepreneur, donc Ouais. évidemment que ce côté-là a été encouragé, que le côté d'aller explorer le monde, mes parents nous sommes 4 frères et sœurs, je suis l'aînée. Mes parents ont toujours fait de l'autonomie et de l'esprit critique des valeurs fondamentales de notre éducation, donc évidemment que quand on dit: «On va faire le tour du monde», c'est les premiers à me dire: «Allez-y les enfants», voire même, c'est très, très encouragé. Donc évidemment, ce côté-là et le côté, fibre entrepreneuriale, il y avait pas de problème par rapport à ça. C'est très rigolo parce que ma mère était, fonctionnaire en hôpital public, donc on avait vraiment, le côté, les discussions politiques à table, je te laisse même pas imaginer à quel point on se marre à chaque fois. J'imagine. Les Noëls animés, quoi. Des Noëls très animés, ça fait toujours rire. Je fais une petite aparté, mais en ce moment, on parle beaucoup, d'investissement, dans ma famille parce que tout le monde fait un petit peu de la bourse, des choses comme ça à notre petite échelle et en fait, à chaque fois, il y a mon père qui nous propose, ses investissements à lui, les fonds, un peu risqués, sur lesquels il peut parfois mettre et cetera. Puis d'un autre côté, on a une conversation WhatsApp avec ma famille pour ça. D'un autre côté, ma mère qui a dit: «Alors voici, les investissements verts, responsables et écologiques que j'ai trouvés qui financent des petites startups et cetera». Et en fait, à chaque fois, c'est des grosses discussions. Mon père est pas content parce que ses investissements sont souvent à perte, ça marche très rarement. Ma mère est pas contente parce qu'elle trouve que donner de l'argent à Total Energy ou Air Liquide, eh ben, c'est un non-sens en termes de consumérisme, vu, l'état de la planète et autres. Du coup, c'est toujours des discussions, très drôles. Bah, c'est bien parce que ça fait, des enfants qui ont l'équilibre, le choix et l'ouverture d'esprit d'un autre côté. Donc, C'est exactement ça. Donc donc du du coup, coup, ces ça choix a ont été toujours été encouragé, encouragés. quoi. Ouais, super et à quel moment est-ce que tu as bifurqué entre, «Je fais de la retouche photo, je me lance» et à quel moment est né, ben, finalement, The Bee Boost? Est-ce que c'est tout de suite né ce que tu voulais en faire ou est-ce que ça a été un cheminement? C'est pas du tout né tout de suite. J'ai vraiment eu un parcours de retoucheuse freelance pendant, comme je te disais, 7 ans. C'était mon métier à temps plein. Je bossais avec des agences, avec des photographes. J'ai eu la chance de voyager un peu partout dans le monde, sur des shootings photos, des plateaux de tournage, des choses comme ça. Donc c'était vraiment un métier, encore une fois, j'étais, absolument passionnée et je me suis toujours dit que si un jour je pouvais plus faire de coaching business parce que je sais pas, on m'interdisait de faire ce métier-là, certainement que je retrouverais quelque chose d'assez équivalent. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'ai voulu voir un petit peu plus grand. J'ai encore, eu cette envie de: «OK, j'ai atteint un plafond de verre en termes de rémunération, de, challenge, dans, mon activité de freelance pure». Je m'étais même posé la question de, «Est-ce que je vais monter une agence maintenant? Est-ce que je vais monter mon studio de Mmh. retouche photo?» J'avais à peu près 26, 27 ans à l'époque. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi l'étape d'après? J'allais chercher l'étape d'après et en fait, il s'est passé un truc à ce moment-là, une espèce de double effet, c'est que le premier, je commençais à grincer un petit peu des dents devant le travail que je pouvais faire qui techniquement vraiment m'épanouissait de fou, mais en termes de valeurs et d'éthique, moi j'ai 2 petites sœurs et je passais mes journées à retoucher des corps, des visages pour les rendre fake. C'est-à-dire Ah que ouais. j'ai un souvenir extraordinaire d'une pub pour alors je ne dirai pas le nom, mais une très, très, très grosse marque de luxe qui fait de la maroquinerie et qui appartient au groupe LVMH Je et en vois. fait, oups, je fais tomber mes écouteurs et en fait, c'est bon, tu as toujours mon son et mon image? Ouais, ouais, c'est tout bon. Et en fait, je me souviens que la consigne que j'avais reçue, c'était de prendre la tête du mannequin, les bras d'une autre sur une autre photo et le tronc et les jambes d'une troisième, tu vois? Et de Ah faire ouais. tout mixer ça pour faire l'image finale. C'était très beau et c'était un très beau challenge technique, mais en termes d'éthique, je suis en train de dire, en fait, on vend une image de corps qui ce n'est même pas
une certaine morphologie, inatteignable pour certaines personnes. C'est un truc qui n'existe littéralement pas, quoi. Donc petit Et aparté, comme quoi quand on dit: «Attention, la mmh, publicité, les corps des femmes, arrêtez de regarder les magazines pour vous servir de ça comme modèle», tu es en train de nous dire que c'est même pas forcément la même femme sur une image, quoi? mais c'est très rarement la même femme ou alors si c'est la même, ce n'est pas la même photo. Parfois, on peut prendre la même mannequin, mais 3 photos différentes, une parce que le sac était bien éclairé, l'autre parce que ses jambes avec un beau galbe et la dernière parce que son visage, elle, le sourire nous plaisait plus. Ah oui, ouais, OK. Je Donc m'attendais à ce très qu'on tu sais, qu'on creuse, qu'on amincisse, j'avais vu ces petits effets-là, mais je pensais pas à ce point-là. Bon, bah, écoute, moi ça me permet de relativiser beaucoup de choses du coup, ne serait-ce que ça. OK, écoute, donc du coup là, tu étais en décalage entre, bah, finalement oui, l'activité, ce que tu faisais, l'éthique, et puis, bah, tes petites sœurs en disant: «Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre, quoi?» c'est exactement ça qui s'est passé et en fait, à ce moment-là, il y a une espèce de double opportunité qui s'est créée parce que j'avais du coup ce petit truc qui me titillait un peu, même si encore une fois techniquement mon travail me surpassionnait parce que c'était des beaux défis, il fallait avoir un œil incroyable pour vraiment arriver à répondre à toutes les demandes et cetera. Et en fait, à ce moment-là, comme mon activité fonctionnait très, très bien, je recevais énormément de demandes, soit de personnes que je rencontrais avec mon boulot, soit de personnes autour de moi qui étaient aussi freelance ou qui se lançaient à leur compte, qui me disaient: «Mais Aline, en fait, comment tu fais pour fixer tes tarifs? Comment tu fais pour pas avoir peur quand tu négocies un devis? Comment tu fais pour être booké 3 mois à l'avance? Comment tu fais pour, créer ton compte?» et cetera. Et en fait, j'avais tellement marre à chaque fois de répéter les mêmes conseils à tout le monde et cetera, que je me suis dit: «Bah, je vais créer un blog et je vais mettre tous mes conseils dessus. En plus, à cette époque-là, comme quoi le hasard fait bien les choses, j'étais en relation depuis, 4 ans et en fait, ma relation s'est terminée. Du coup, j'avais beaucoup de temps libre devant moi, donc je suis passée par la petite case tequila, Ben& Jerry's et compagnie et ensuite, je me suis dit: «Qu'est-ce qu'on fait de tout ce temps libre?» Et du coup, bah, j'ai créé ce blog que j'ai appelé The Bee Boost à l'époque. Ça devait s'appeler le Blog Booster ou le Business Booster, mais grâce à Dieu, le nom était déjà pris, existait déjà, donc en jouant avec les contractions, ça donnait The Bee Boost. Vraiment, le blog, il est né en une nuit. J'avais écrit, 3 articles, j'ai créé le truc, sur Squarespace dans un premier temps. 3 jours après, je suis passée sur WordPress et j'ai mis mes 3 premiers articles en ligne et en fait, Il y a l'éclair toute de l'aventure a génie, commencé comme ça. ouais, l'éclair de génie qui est arrivé comme ça, parfois il y a quelque chose qui s'éteint, qui se ferme, mais pour ouvrir la porte à quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est bien. Exact. L'inspiration t'est venue et comment après ça a évolué? Est-ce que tu as tout de suite, dû, faire face à un succès ou est-ce que tu as des choses que tu as dû déconstruire, pour en arriver là? Comment ça s'est passé finalement cette aventure après? Le succès est venu assez rapidement, mais il y a quand même eu 1 an pendant lequel j'ai continué à être retoucheuse parce que, déjà, j'avais pas du tout envisagé que ça pouvait être un métier. Les Ouais. concepts de marketing digital, formation en ligne, infoprenariat étaient complètement inconnus, mais je pense aujourd'hui avec le recul que je suis quand même arrivée. Je sais qu'il faut pas parler de, bon moment parce qu'il y a toujours un bon moment et un mauvais moment pour tout et que chaque moment est un bon moment et est un mauvais moment en même temps, mais je pense que je suis aussi arrivée à un moment dans le marché où il y avait pas encore beaucoup de monde et donc en fait, Ouais. c'était plus facile, en fait, de se développer, encore plus quand on était une femme. Il y avait très, très, très peu de femmes qui parlaient business, entrepreneuriat à l'époque, donc là, je me parle d'une création en 2018-2019. On était Mmh. très peu de femmes et encore moins de femmes qui parlaient vraiment des stratégies concrètes, des chiffres, des méthodologies et cetera. Le peu de femmes qu'il y avait, elles parlaient surtout beaucoup de mindset, ou alors elles s'adressaient uniquement qu'à des autres femmes. Et en fait, ce que j'ai commencé à faire, c'est que je faisais mes petits articles de blog, ça me passionnait, c'était cool, je découvrais un autre univers, du coup, je me suis enquillée, tous les bouquins possibles, à l'époque, il y en avait pas beaucoup, je lisais plein d'articles et cetera et en fait, très, très vite, je me suis retrouvée à taper sur Google. On rappelle qu'à l'époque, ChatGPT n'existait même pas C'est ça. et je tapais sur Google: «Comment faire connaître son blog?» et à l'époque, la stratégie numéro 1 pour faire connaître son blog, c'était Pinterest et donc très, très vite, je suis allée à la conquête de Pinterest. J'ai ouvert aussi mon compte Instagram à côté et cetera et en fait, Pinterest a cartonné. C'est-à-dire qu'au bout du 3e mois d'existence de mon blog, j'avais plus de 20 à 30 000 visites mensuelles sur le blog, grâce à Pinterest à 90 et le Instagram a assez vite aussi pris. Alors assez vite, c'est-à-dire que j'ai atteint 1 000 abonnés en 2 mois, je crois, un truc comme ça, Ouais. 3 mois. Ce qui aujourd'hui pour certaines personnes va être très peu, ce qui pour d'autres va être énorme. Mais en fait, ça allait assez vite quand même. En tout cas, assez vite pour pas du tout que je me décourage et que je me dise même: «Ouh là là, ça c'est en train de prendre une certaine ampleur» et du coup, de fil en aiguille, ben,
je me renseigne, puis je tombe dans, la marmite de l'infoprenariat où on parle de, formation en ligne et cetera. Je sors ma toute première formation au bout de 6 mois sur, bah, comment j'ai utilisé Pinterest pour faire, décoller mon blog. Ça, c'était vraiment ma première formation. Bien fait en Je même te temps. laisse imaginer, Sandy, un truc qui serait infaisable aujourd'hui. Je filmais mon écran. Ouais. Je savais tellement pas filmer mon écran qu'il y a des moments où je parle d'un truc et en fait, je me rends pas compte que mon écran est filmé qu'à moitié et donc toute la démo que je suis en train de faire et tout ce que je suis en train de montrer comme manip est hors champ, donc tu ne le vois pas dans la formation, tu vois? Mais c'est pas grave, Oui, mais tu c'était le répondais à un besoin à ce moment-là. voilà, c'était le mieux vaut fait que parfait à son paroxysme. Exactement. Bon, il y avait moins de concurrence aussi, donc les gens étaient peut-être un peu moins tatillons, mais j'ai commencé à générer mes premiers revenus avec ça et je me souviens, mais comme si c'était hier, à cette époque, en tant que freelance, je bossais encore à temps plein et j'étais en mission longue de 6 mois chez Yves Rocher. Yves Rocher qui est d'ailleurs l'une des seules marques avec qui j'ai bossé qui ne fait zéro retouche sur leur corps, hein, de femmes. Donc il y a Ah, pas que des marques qui, non, modèlent tout, il y a aussi des marques qui ont une politique très stricte et Yves Rocher, en tout cas à l'époque, où je travaillais avec eux, j'en appliquait faisais cette pas. politique-là. Et je me Mmh. souviens que j'arrivais à 8h30 un matin, je pose mes affaires sur, mon poste de travail, chez eux fixe et là, je vois une notification Stripe qui arrive sur mon téléphone. Je venais de faire ma première vente sur le lancement de ma formation de Pinterest. Donc j'ai fait ma petite, liste email sur Mailchimp, à l'époque et cetera et c'était ma première vente et c'est là où je me souviens encore de cette sensation de: «Ah, c'est donc ça les revenus passifs». J'arrive chez mon client, je me mets en train de bosser et j'ai des ventes qui tombent toutes seules. Alors on s'entend, mais des ventes qui tombent toutes seules, en même temps et là, j'ai l'impression d'être la reine du monde. Ah bah oui, tu m'étonnes. Mais en même temps, quand on refait un peu le parcours, comme tu disais, des femmes entrepreneurs, il y en avait pas beaucoup. Dans l'infoprenariat, encore moins, parce que moi, j'ai Mmh commencé en mh. tant qu'assistante digitale et je n'avais que des hommes autour de moi. Donc, autant te dire que, bah oui, effectivement, le paysage était complètement différent. Pour une fois, une femme qui parle de l'entrepreneuriat, de comment on fait avec ton langage, la façon d'aborder les choses, j'imagine que comme tu dis, tu es peut-être arrivée au bon moment, mais il y a pas de hasard, quoi. Donc tu l'as pas volé non plus, donc c'est bien de reconnaître aussi, tu as eu l'inspiration, qui est arrivée comme ça et du coup, ça a pris de l'ampleur puisque, bah, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Tu as multiplié les formations. Comme à quel moment tu t'es dit: «OK, ben, là, je lâche, la casquette, bah, bah, je vais pas dire de salarié, mais j'arrête mes clients, fixes». Donc je sais pas si tu avais que Yves Rocher en parallèle, là, à ce moment-là? Ou tu en Non, avais j'avais plein d'autres clients. voilà, donc tu avais tes clients, mais par rapport à ta première mission et je passe à, la formation en ligne uniquement. Comment tu as fait le switch? Alors je me souviens très bien, c'était en 2019 et il s'est passé plusieurs choses à ce moment-là. La première chose, c'est que moi, j'avais lancé 2 formations. La première, c'était sur Pinterest donc et la seconde, c'était de mémoire une formation sur le blogging. Voilà, donc clairement, je documentais ce que j'avais réussi à construire et en fait, je me souviens très bien qu'il s'est passé plusieurs choses. La première, c'est qu'au mois, au mois d'avril, 2019, je suis tombée complètement par hasard dans un événement de Franck Nicolas, qui était donc un séminaire de dev perso comme aujourd'hui on en voit pas mal tourner, hein, où on se fait, Ouais. ramasser la figure, remotiver à coups de: «Vous pouvez le faire» et cetera. Mais pour quelqu'un qui est complètement néophyte dans ces milieux-là, j'y connaissais rien. À l'époque, je me retrouve propulsée dans un truc, quasiment sectaire où je me demande à la fois: «Oh là là, mais où est-ce que je suis tombée?» et en même temps, c'était tellement bien, tellement galvanisant. J'ai rencontré des gens de ouf avec qui je suis encore en contact aujourd'hui et en fait, ça m'a tellement remonté le coucou que je me suis dit: «Mais moi aussi, je peux vivre de cette nouvelle activité qui me passionne. Faisons le virage. Testons Ouais. et au pire, qu'est-ce qui pourra se passer?» et je me souviens que c'était en avril et au mois de mai, j'appelle tous mes clients et je leur dis: «Je prends un off de», je crois que j'en avais dit 4 mois. En gros, c'était si en septembre, j'arrive pas à vivre de mon activité, je reprends la retouche photo. Donc j'ai juste appelé mes clients en disant: «Je prends un off de 4 mois, je vais faire autre chose». Dans ma tête, c'était en mode: «Bah, j'espère bien ne jamais vous revoir». Mais ça, je me suis bien gardée de leur dire quand même à l'époque, faut quand même garder un plan B, au cas où et en fait, juin, juillet, août, je me suis totalement, renfermée sur moi pour travailler, vraiment me mettre à fond dans le business. Je me souviens même que l'agence avec laquelle j'étais en fin de mission, à cette époque-là, qui était une agence de com, m'a proposé au même moment un CDI au moment où je leur ai dit, «J'ai envie de partir» et ça avait été très drôle parce qu'en l'espace d'une heure, je crois que je suis rentrée et sortie 4 fois du bureau de la directrice générale en disant: «Oui, non, oui, non, oui, non». Elle en pouvait plus. Au début, j'ai dit: «Oui, je vais signer» parce que c'était trop cool, et après j'ai dit: «En fait, non, non, c'est pas du tout ce que je m'étais dit, c'était pas le plan». Donc je suis retournée la voir en lui disant: «Non mais Dora, en fait, je peux pas».
c'est pas ce que je veux. Après je suis retournée à mon bureau, puis je me dis: «Oh là là, mais en fait je culpabilise trop, c'est une trop bonne opportunité, le salaire il est incroyable, ça me donnerait la stabilité de continuer à alimenter The Big Boss», donc j'y suis retournée en disant oui et en fait le lendemain je me dis: «Non mais en fait Aline tu fais n'importe quoi», j'y suis encore retournée en disant non. Bref, C'est c'était la un petite peu comme histoire si on drôle. t'avait envoyé le test. Tu sais, des fois, on faisait Ultime. l'universe test pour dire: «Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es aligné avec tes choix? Là, je vais t'envoyer le bon test pour voir si j'y vais ou j'y vais pas». Donc toi, tu as décidé d'y aller. Et ben j'ai décidé d'y aller. Alors à coup d'hésitation, j'ai décidé d'y aller et en fait, en septembre 2019, donc 3-4 mois après cette décision, j'ai lancé mes offres de coaching et en fait, dès le premier mois, j'ai fait 5 000 € de Ouais, chiffre d'affaires. Alors à l'époque, mes offres de coaching, il y a une personne qui m'a pris mon gros package qui était à 2 000 € à l'époque, plus des personnes qui ont pris les petits packages qui commençaient à partir de 450 ou 350, hem, de mémoire. Donc c'est allé assez vite. J'avais pas besoin d'avoir 500 clients pour atteindre ce chiffre d'affaires-là. Mais du coup, dès le premier mois, j'ai eu la validation qu'il y avait quelque chose. ouais. Et en fait, depuis ce jour-là, je n'ai jamais fait marche arrière. J'ai commencé, comme tout bon coach qui se respecte, à faire beaucoup d'individuels, de one to one. Je venais aussi de finaliser ma formation de coach, donc j'avais besoin aussi de rentrer mes heures pour passer mes certifications, mes choses comme ça. Et en fait, assez vite après, j'ai switché sur des modèles, de groupe et après de formation en ligne. Ouais, génial. Bah, bravo pour ce parcours hyper inspirant. Et du coup, est-ce qu'à un moment, tu as senti, qu'il y avait ton rapport à l'argent qui est rentré un peu en frontal? Parce que quand on se retrouve à avoir du succès, des fois, on peut un peu avoir peur de ce succès qui arrive, que ce soit financier, la masse ou le succès, tout court, hein, parce que du coup, tu te l'es vraiment pris aussi. Comment tu as vécu tout ce passage-là? Est-ce que tu as dû, te faire accompagner peut-être toi-même aussi pour gérer toute cette partie-là? Ou finalement, l'éducation de tes parents et la vie a fait que ça a été assez naturel? Sur ce moment-là, ça a été assez naturel, pour plusieurs raisons. Il y a eu bien sûr l'éducation des parents. Le fait que c'était pas ma première activité, c'était pas la première fois que, je gagnais ma vie, en fait, avec une activité, même si le business model était totalement différent. Donc en Mmh. fait, moi, j'avais déjà signé des devis à 25 000 € avec mes clients. Donc Ouais. j'avais pas forcément de problème de rapport à l'argent ou de peur de me pricer et cetera. C'est plutôt quelque chose que j'ai dû apprendre à faire et à composer avec lorsque j'étais freelance. Donc il y a pas eu OK. vraiment de problème par rapport à ça et c'était tellement galvanisant dans le challenge et en même temps les résultats qui arrivaient assez rapidement que finalement, en fait, ça m'a juste porté plus qu'autre chose. En tout cas, ça, c'était la belle période, on va dire. Il y a eu évidemment des challenges qui sont arrivés plus tard, mais oui, oui, au début, ça s'est, C'était avec le assez recul, ça s'est vraiment très, très bien passé et j'ai pas souvenir alors évidemment qu'il y a des moments où je devais avoir un peu le syndrome de l'imposteur ou de la comparaison, mais j'ai pas vraiment souvenir d'avoir des gros bâtons dans mes roues qui m'ont, mis des béquilles, mindset, ou autres, à ce moment-là. ouais, mais c'est bien. Comme quoi aussi ça compte, l'éducation et le fait d'être bien Mmh. entouré, le fait aussi que tu aies des personnes qui soient là en soutien, ça aide, à faire un bon terreau, hein. Donc super pour toi. Est-ce que tu as eu peur de décevoir à un moment quand tu en es arrivé à structurer ton activité? Comment s'est fait le switch de: Mmh. «Bah, aujourd'hui je fais toute seule et demain, bah, finalement il va me falloir une équipe si je veux continuer à servir de plus en plus». Comment ça s'est fait ce switch-là? Je fais à je dirige. Ça a été extrêmement compliqué pour moi de faire ce switch. J'en avais envie et en même temps, je pense que j'ai connu absolument tous les triggers, tous les problèmes, toutes les croyances, les idées reçues et les comportements qui vont avec que, tes assistantes peuvent peut-être rencontrer avec leurs clients. J'étais la mauvaise cliente, je le reconnais. J'étais la cliente qui, était tellement dans son perfectionnisme que c'était jamais fait assez bien et qu'elle le faisait savoir. J'étais la cliente qui arrivait pas à lâcher et qui repassait derrière tout. J'ai été la cliente qui avait tellement peur, que la personne vole ses process ou trucs qu'elle segmentait les drives et qu'elle réduisait ce à quoi les gens avaient accès et cetera. J'étais la cliente qui, dès qu'elle était pas contente, plutôt que de communiquer, se séparait d'un prestataire et pour en reprendre un autre. Enfin, franchement, j'ai fait toutes les erreurs, je pense que c'est important de le dire. Ça m'a construite en tant que leader et aujourd'hui, évidemment, ça m'a permis de passer au-dessus de ça et puis maintenant d'arriver aussi à former des gens à pas faire les mêmes erreurs que moi. Mmh. Mais ça a été extrêmement dur. J'étais motivée par la vision et l'envie de grossir et etc. Mais par contre, toutes les erreurs, je les ai faites, mais elles m'ont tout appris et je les ai toutes faites une seule fois.
Ça, c'est Ouais, très et important à dire. d'apprendre de Voilà. tes erreurs et ça c'est important. De toute façon, des erreurs, on en fait tous, hein. Le perfectionnisme, je vois très bien de quoi tu parles et je pense que j'ai une équipe aussi et je me mords la langue ou je me retiens les doigts parfois en disant: «Mais en fait, comme tu dis très bien, le fait est mieux que parfait. Si tu passes derrière tout le temps, ça ne sert à rien. Tu donnes ton cadre et puis après, il faut aussi faire confiance à tes équipes, quoi». Et à quel moment tu as assumé pleinement ton rôle de chef d'entreprise? Qu'est-ce que tu appelles assumer pleinement mon rôle de chef Bah, d'entreprise? tu passé de «je suis freelance» à «je vends des formations en ligne», tu as commencé à avoir une équipe. À quel moment tu t'es dit: «OK, en fait, aujourd'hui, je me considère vraiment comme une chef d'entreprise, c'est comme ça que je rayonne»? Est-ce que déjà tu l'as intégré ou est-ce qu'aujourd'hui tu te vois toujours une freelance avec, des freelances, non, des personnes en CDI d'ailleurs? Je ne sais pas exactement comment tu J'ai des fonctionnes? personnes en CDI. Oui, oui, j'ai des Voilà, salariés dans non, l'équipe. il y a des personnes en CDI que tu l'avais dit, mais voilà, j'ai eu un doute. Donc en fait, tu vois, aujourd'hui, tu es quand même, chef d'entreprise, ça change le switch. Est-ce que tu l'as senti à un moment où là aussi ça s'est fait assez naturellement dans la continuité des choses? Je pense que ça s'est fait assez naturellement. En fait, avec le recul, tu vois, quand je me suis présentée, au début de ce Mmh. podcast, tout de suite, j'ai dit que j'avais 3 casquettes: podcasteuse, coach business et chef d'entreprise. Et en fait, je pense que j'ai toujours considéré que j'avais, ces casquettes-là. Mmh. Hem et elles ont toujours fait partie de moi. Même quand j'étais freelance, j'étais chef de mon entreprise. Bon, bah, je cheffais juste moi, c'était juste moi et moi-même, mais j'étais chef d'entreprise et je pense que c'est plutôt les niveaux de répartition qui ont changé. Au début, j'étais beaucoup coach business et un peu chef d'entreprise. Aujourd'hui, je considère que je suis majoritairement chef d'entreprise de par, ce dont quoi mon quotidien est constitué et d'être un peu moins coach business et du coup, le discours aussi s'est adapté sur les réseaux. Je communique plus, en tout cas j'espère, comme une leader, une chef d'entreprise que vraiment comme une coach business qui a donné des petits conseils et cetera, même si, je le fais à travers le podcast. Donc je pense que ça s'est fait graduellement au fil du temps de manière à refléter aussi mon quotidien, mon emploi du temps, mes préoccupations, mes challenges du moment. J'ai pas eu de switch et il y a pas eu non plus de moment où je me suis dit: «Ah, là, je suis devenue une vraie chef d'entreprise, c'est bon». Ça a toujours été, plus ou moins, là en fil rouge. Et quand tu disais que plus jeune, tu sais, quand tu parlais de tes études et de ce fameux travail un peu d'ambassade, ça faisait bien dans les conversations et dans l'image que ça renvoyait. Est-ce qu'aujourd'hui tu as l'impression que tu l'as atteint mais différemment? Oh totalement et avec tellement plus de kiff parce que j'aurais été tellement malheureuse dans une ambassade, Sandy, ce n'est tellement pas moi. On au franchement, il y aurait eu la troisième guerre mondiale aurait été déclenchée à cause de moi, j'en suis sûre, voilà. Bon, écoute, on va espérer que non, mais en tout cas, je comprends ton kiff aujourd'hui, en tout cas. Tu nous as parlé un petit peu de ton quotidien. Ben, justement, ça ressemble à quoi, un quotidien, avec Aline? Est-ce que tu as des routines, des choses que tu as mis en place dans ton quotidien pour, gérer tes casquettes, quoi, tes différentes casquettes et ta vie de femme? Oh, la question, c'est plutôt qu'est-ce qui n'est pas un process et un système dans ma vie? Rappelle-toi de la petite Aline qui classait les livres de ses parents par ordre alphabétique dans la bibliothèque comme passe-temps du samedi après-midi. Heu, Tout est extrêmement, normé, standardisé dans ma vie parce que j'adore ça et que c'est comme ça que, je suis la plus productive aussi. J'entends que ça correspond peut-être pas à tous les types de profils, mais en tout cas, ça marche très bien pour moi. Mon quotidien aujourd'hui, principalement, c'est des tâches de, création. Je fais beaucoup, beaucoup de création entre les épisodes de podcast, la création d'offres, la mise à jour d'offres, Instagram, LinkedIn, les réseaux sociaux, donc énormément de création, j'adore ça. Il y a beaucoup de travail de management, de leadership, de vision, de chef d'entreprise, que ce soit manager l'équipe au quotidien, la vision long terme, les projets et cetera. Et puis après, c'est un travail aussi, du coup, de développement de la marque, que ce soit au travers de rencontres, de partenariats, de réflexions avec moi-même. Donc je dirais que c'est les grands, grands piliers, de manière très, caricaturale presque de mon quotidien et au centre d'une journée, je suis plutôt très structurée, j'ai mes heures de travail, j'organise ma semaine par bloc temps. C'est-à-dire que quand je commence ma semaine, je sais exactement ce que je suis censée faire à quelle heure pendant les 7 prochains jours. J'ai mes rituels de début de semaine, de fin de semaine, mes rituels mensuels, trimestriels, annuels, enfin vraiment tout, la bonne élève pour le coup Ouais. Bon sur ce écoute, je côté pense qu'on pilotage. est un peu les mêmes. Moi je Mmh rangeais mh. les chambres de mes copines et tout est cadré, rangé, organisé, tout est listé, processé. Donc je pense que je comprends très bien ce que tu veux dire. Totalement. Mais effectivement, ça ne correspond pas à tout le monde. Comment tu as fait pour, garder ton équilibre? Et est-ce que des fois tu as eu l'impression de perdre pied?
parce que, ben, du coup, on en parle du burn-out, souvent. On en parle un peu moins dans l'entrepreneuriat, même si en fait c'est tout aussi, valable. Moi, je pense pas en avoir fait, mais il y a eu des moments où j'ai senti que rien que mon téléphone qui sonne, je l'avais un peu pris en grippe parce que tu as des moments de trop et de fatigue. Est-ce que toi, tu as déjà eu ces moments, qui te sont arrivés dans ton aventure? Et si oui, est-ce que tu as réussi à mettre en place une hygiène de vie qui te permet de contrecarrer ça? Je pense que comme pour beaucoup, c'est le challenge numéro un de ma carrière entrepreneuriale, tout particulièrement depuis que j'ai quitté le freelancing. Je m'étais jamais sentie comme ça comme freelance, pourtant je travaillais mais beaucoup plus, je pense, que ce que je peux travailler actuellement en tant que coach. Alors, est-ce que c'est une question d'âge? Est-ce que c'est une question de charge mentale aussi? Parce que quand tu es freelance et que tu travailles pour des clients, la charge mentale est quand même plus réduite que quand, tu travailles quand tu as construit une entreprise avec des salariés, même plusieurs entreprises, quand tu as une holding, plusieurs entreprises qui en dépendent et cetera. Donc je le ressentais beaucoup moins à l'époque, avec certainement plusieurs explications. Mais oui, ce côté d'épuisement, c'est, je pense, le combat avec lequel je suis encore en train de trouver un équilibre, même si d'année en année, ça va beaucoup mieux. J'ai commencé à le ressentir en 2020, c'est-à-dire très rapidement après m'être lancée avec The Bee Boost, et ça a été déclenché par un truc très simple, c'est quand j'ai voulu lancer ma toute première formation, enfin la première version de ma formation, signature qui est toujours aujourd'hui, qui s'appelle la BSB. Et en fait, j'avais passé, 1 mois à créer, enregistrer et monter le contenu, sachant qu'à l'époque, je travaillais toute seule. Et je me rappelle très bien que le matin, je créais les slides, l'après-midi, je les tournais, et j'ai fait ça pendant une semaine, et que la semaine d'après, je faisais tout le montage. Et je me souviens que pendant un mois, je préparais le lancement qui a eu lieu, au mois de septembre. Et en fait, après il y a eu un avant et un après cet été-là, Mmh. où je me voyais vraiment diminuer beaucoup plus vite en termes d'énergie. Je me souviens de passer à des moments où j'allais manger vers 14-15 heures et après j'étais incapable de me remettre au boulot. Je passais des heures et des heures sur mon canapé à regarder la télé ou à bouquiner ou autre. Alors le business tournait, hein, se développait bien, mais moi, j'avais des moments où j'étais incapable de me remettre au travail Ah parce oui. que j'avais plus l'énergie. Ouais. Et en fait, ce qui était à l'époque, je ne savais pas, mais des premiers signes un petit peu d'épuisement de: «Ouh là là, tu un peu tiré», parce que moi je prenais zéro vacances, zéro jour off. J'étais devant mon ordi de 7 heures du matin à 22 heures tous les soirs, toujours sur mon téléphone à Ah répondre oui. aux DM et cetera. Et en fait, je pense que c'était les premiers prémices de: «Oh attention», sauf que je les ai pas écoutés pendant 2 ans, 3 ans. Et Ah en oui, tu as fait, fait des vacances, en assez assez fortes. 2022-2023, c'est là où ça a vraiment commencé à tirer sévère, où 2022, c'est la période où le business a explosé. J'ai fait le 1er million sur une année comptable et cetera. Tout allait très bien et cetera. Ça a été une année, je sais, faste pour beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. Et en fait, là, j'ai un peu, c'est pas explosé en plein vol, mais j'ai très peu de souvenirs de cette année autre que le rush permanent et l'urgence permanente. Et ça a été, déclencheur de pas mal de choses chez moi, décision de déménager pour changer d'environnement, sauf qu'après je me suis rendu compte que c'était pas l'environnement que j'aurais dû changer, mais mes habitudes, mon comportement, mes croyances, Incroyable. tu vois? C'était pas la faute de mon appartement si j'étais dans cet état d'énergie, faible et Non, cetera. bien que le soleil, ça aide un peu mieux, la météo aussi. Le soleil, ça aide un peu mieux. Ça, je suis totalement d'accord. Entre sudistes, oui. Du coup, tu as levé le pied quand même un peu maintenant, tu as réussi à remettre en place des routines et des choses qui font que tu as tes automatismes ou tu as des rappels ou tu as mis quand même en place des choses aujourd'hui pour dire: «Là, c'est le temps du travail et maintenant je coupe et je prends du temps pour moi». Tu as réussi à faire ça ou c'est encore toujours un petit peu, je m'adapte en fonction des semaines et de ce qui se passe? Il y a un petit peu des 2. J'ai quand même énormément progressé parce qu'en fait, je me suis tellement fait peur en 2022, et je pense que cette fatigue, et ce début d'épuisement m'ont tellement coûté que j'ai pas pu profiter en fait de tous les fruits de mon travail. Et en fait, ça m'a tellement énervée et fait peur que, par la force des choses, j'ai rééquilibré, j'ai donné plus de temps à ma vie perso, à mes passions, à mon sommeil, à mon hygiène de vie et cetera. Et encore aujourd'hui, c'est des choses qui sont, j'ai pas envie de dire en cours parce qu'elles sont quasiment terminées, et j'estime là commencer à avoir un équipe de vie sympa que j'ai envie de maintenir et dans lequel je me sens, très bien. Mais ça m'a pris 2 bonnes années, non seulement de trouver ce qui me correspondait, mais Oui. surtout de rattraper un petit peu les dégâts. Ouais, ça Ouais. a été un peu mon challenge de ces 2 dernières de ces 2 dernières années. Et avec le recul, je me dis: «Bon, est-ce que vraiment ça valait le coup?» Il y a une partie de moi qui dit oui, une partie de moi qui dit non, mais en tout cas oui, on rattrape les dégâts et on peut, revenir à un équilibre qui soit un peu plus écologique pour nous. Ben, merci à toi de le partager parce que c'est pas toujours évident et tout le monde ne le dit pas, que l'entrepreneuriat, c'est pas toujours facile et que, ben, c'est important de réussir à mettre en place des choses. Est-ce que avec tout ça, il y a eu des fois où tu as dit: «J'ai envie de tout arrêter» ou malgré tout, ben, ton côté, bon soldat a fait que tu as tenu le coup, malgré tout? J'ai des moments
où je me dis: «Ce serait tellement plus simple si je retournais coach toute seule à mon compte avec des clients one to one». J'ai ces réflexions-là, je pense que parfois on les a toutes, hein, de se dire, «Délestons-nous», mais pour moi c'est juste un syndrome de délestons-nous de trop de charge mentale. Ouais. Et donc qu'est-ce qu'on peut couper? Bah, en fait, on pourrait ne pas avoir d'équipe, on pourrait ne pas avoir de grosses cohortes à gérer, on pourrait ne pas avoir, tous ces soucis financiers relatifs à une, grosse boîte. Mais si j'étais toute seule en micro-entreprise à faire juste mon métier avec mes clients, peut-être que je kifferais plus. J'ai eu ces réflexions-là. Je les ai encore aussi parfois, des fois en mode ras-le-bol, je dis à mon mec, «Ouais, si jamais je retourne coach et que je gagne, un peu moins bien ma vie, tu pourrais compenser financièrement?» Lui, il me dit: «Ouais, fais ce que tu veux, vas-y». C'est bien, il y a le soutien qui est toujours là. Il y a le soutien qui est toujours là. Non, non, il est top là-dessus. Mais en fait, ça dure généralement pas longtemps, puis je corrèle vraiment ce genre de pensée au moment où la charge mentale est particulièrement forte, ou alors il y a des mauvaises nouvelles ou des choses un peu compliquées, challengeantes à gérer. Mais c'est jamais des pensées qui restent. Ouais, tu sais que c'est des petits passages, des petits up and down, mais ça va. À l'inverse, c'est quoi ta plus grosse fierté aujourd'hui ou ta plus belle, réussite? Est-ce que tu as pris le temps avec le recul de te gratifier de tout ça et qu'est-ce qui te fait le plus plaisir, en fait? Il y a tellement de réponses à cette question. Hem, je pense qu'aujourd'hui, la chose la plus gratifiante pour moi, c'est les gens, les personnes qui me disent encore aujourd'hui: «Ah, tel épisode de podcast, ça m'a trop aidé. Ton podcast m'a changé la vie. Je me suis enquillé tous tes épisodes de podcast». Alors c'est beaucoup le podcast parce que c'est ce qui marque, les gens et c'est là où j'ai mis le plus d'efforts en termes de contenu gratuit. Mais on va dire la validation que ce que j'ai fait et construit n'a pas servi à rien parce qu'il y a eu un impact et que même si parfois j'ai laissé un peu des ailes, des plumes et cetera, mais ça fait partie aussi du jeu, bah, en fait, il y a eu l'impact derrière. Mmh. Et je t'ai partagé, à demi-mot que, bah, 2024-2025, ça a été un peu relou pour moi parce que, j'ai été dans un cadre émotionnellement extrêmement difficile et curieusement pas que à cause du business et le business était même minimum, c'était plutôt perso et cetera. Mais ça m'a tellement coûté d'énergie, de bande passante, ça a tellement grillé mon système nerveux et ça m'a tellement mis des coups de bâton même en termes de performance business parce que j'étais pas moi-même, j'avais moins de temps, moins de charge mentale, moins de dispo, qu'en fait, c'est dans ces moments, tu perds confiance. C'est dans ces moments où tu te compares. C'est dans ces moments où tu te dis, «Tout le monde a l'air de vivre sa meilleure vie, de progresser, donc merci les réseaux sociaux et pas moi» et c'est peut-être là où le syndrome de l'imposteur curieusement m'a tapé le plus fort, VS, mon lancement, mes différentes activités et cetera et en fait, dans ces moments-là, d'avoir cette validation extérieure des gens qui disent: «Non mais en fait, ce que tu fais, ça a un sens et ça a compté pour moi et ça m'aide», c'est à ça que je me suis raccrochée pendant, quasiment 18 mois. Ouais, mais c'est beau de le dire et puis, bah, moi je t'ai abordé comme ça, en te disant Mmh. que, je t'avais écouté sur un podcast, que j'avais été à ton événement, que suite à ça, j'avais rejoint un mastermind, qui m'avait permis de prendre l'élan et d'oser prendre ma place et je t'ai remercié pour ça parce que, ben, en fait, tu as eu un impact en tout cas sur ma vie aussi, donc je trouve ça bien, que tu prennes conscience de ça et de tout ce que tu fais, de tout ce que tu as donné et transmis et je trouve ça beau, ton parcours en tout cas et que tu aies le courage aussi de dire que, bah, c'est pas toujours facile, mais tu es toujours là, encore plus rayonnante et repartie, hein. 2026, on dit que c'est, l'année du renouveau, donc Il j'espère que paraît. tout ça est derrière nous, l'année 1, donc on va nous souhaiter ça. Si tu devais, un petit peu résumer les erreurs que tu vois le plus justement chez les entrepreneurs, comment les éviter et comment les aider, peut-être en leur donnant, 3 astuces ou conseils en tout cas? Ah pareil, trop de réponses, à cette question. Dis ce que Hem, tu veux, ce qui t'inspire. OK. Je pense que toutes les erreurs, viennent de, on peut dire, 2 piliers principaux. Le premier pilier, c'est: j'ai pas confiance en moi et donc du coup, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ose pas négocier, j'ose pas dire non, j'ose pas mettre mes limites, j'ose pas me tarifer cher, et cetera. Donc en fait, travaillez votre mindset. Le plus vite on travaille sur soi, sur sa confiance en soi, sur, son intégrité, ses valeurs, qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui l'est pas, comment est-ce que j'accepte d'être traité par les gens, y compris mes clients. Plus vite, en fait, je trouve qu'on trouve sa posture d'entrepreneur et en fait, c'est tellement plus simple à partir du moment où on peut cocher cette case-là, même si c'est un travail qui est, continu. Donc je dirais ça, c'est peut-être le fait que on relègue ce côté-là comme étant quelque chose de secondaire à travailler quand on se lance, alors que pour moi, c'est vraiment primordial Mmh. et ça peut être fait en parallèle de tout le reste. Le deuxième pilier qui est la source d'énormément d'erreurs, au à contrario, c'est: j'écoute aveuglément ce qu'on me dit, sans faire preuve d'esprit critique. Est-ce que Aussi ça bien te des gens qui me correspond bien, c'est ça? Prendre comment? le temps de dire, est-ce que ça résonne vraiment le conseil qu'on est en train de me donner? Est-ce que ça résonne vraiment et est-ce que c'est aligné ou adapté à moi? C'est ça que tu veux dire?
Il y a un petit peu de ça, mais ça va même encore plus loin. En fait, je vois beaucoup de personnes qui se lancent et qui ont consommé une formation ou suivi quelqu'un en ligne, qui leur a fait pousser des ailes et en fait, ils créent des business dans lesquels ils sont incompétents et très nuls. Et en fait, moi, je rattrape non, non, mais attends, attends, attends. Il faut le dire au bout d'un moment, j'ai beaucoup de clients qui viennent et souvent, c'est des clientes, ça arrive aussi, Mmh. qui me disent: «Je sais pas me vendre, ça marche pas, les gens achètent pas» et cetera et en fait, quand je me penche sur, ce qu'elles font et j'ai souvenir d'une cliente que j'ai accompagnée il y a des années, qui était photographe, son travail n'était pas bon. C'était pas beau. Et je veux dire, au bout d'un moment, il faut le dire aussi. Si on se Ouais. lance et qu'on n'est pas compétent dans ce qu'on fait, alors je dis pas qu'il faut être le meilleur, je dis pas qu'il faut que ce soit parfait, je dis pas qu'il faut qu'on maîtrise tout, mais si on fait pas du bon travail, en fait, au bout d'un moment, ça ne peut pas fonctionner même avec, tout le marketing, toutes les astuces de vente et cetera. Et donc de juste écouter quelqu'un qui dit: «Ouais, tu es le meilleur, tu peux réussir», mais sans avoir l'esprit critique de dire: «Est-ce que j'ai vraiment l'expertise d'aider les gens?» parce qu'à la base, on me paye pour mon expertise, même Mmh. si évidemment, encore une fois, j'insiste là-dessus, ça veut pas dire qu'on doit être le meilleur et le plus doué, mais juste est-ce que je fais du bon travail? Est-ce que j'apprends constamment? Est-ce que je me forme? Est-ce que je monte en compétences? Et aussi le côté de, OK, c'est cette manière-là qu'il faut faire pour vendre. C'est tel tunnel de vente, c'est, tel discours, c'est, telle plateforme sur laquelle il faut se positionner et cetera. Et encore une fois, de savoir traiter ces injonctions avec un certain esprit critique, comme tu le disais très bien. Est-ce que ça me correspond vraiment? Est-ce que je suis d'accord? Ou est-ce que j'ai l'impression que pour moi, ça va être une manière différente de faire? Mmh. Ouais, bah, c'est 2 beaux super conseils, hein. Je trouve que c'est génial et effectivement, il y a des formations qui sont pas des réelles formations. C'est bien de le rappeler aussi, c'est pas parce que ça se vend sur internet que ça veut dire que c'est de qualité. Regardez les avis et posez-vous la question avant d'acheter, aussi, en ligne ou d'acheter un produit quoi qu'il en soit, hein, de toute façon. Mmh. Ça, je tu sais, de te poser la question d'un mantra, mais j'ai peur que tu me dises: «Le fait est mieux que le parfait». Je peux t'en prouver un autre, hein, si tu veux. Non, mais c'est parce que c'est un peu la phrase signature que tu répètes et que j'avais aussi, donc ça m'avait fait sourire. Est-ce que tu as une autre phrase ou quelque chose qui t'accompagne aujourd'hui, dans ton quotidien? J'en ai une qui m'accompagne particulièrement en 2026, que j'ai pas mal partagée, récemment. Celle qui l'a dite, c'est, Leila Hormozi, donc la cofondatrice de acquisition.com et femme de Alexandre Hormozi, qui est très, très, très connu en ligne. Et en fait, cette phrase, qui est un petit peu violente, elle dit: «Fuck the mood, follow the plan». Littéralement, ça veut dire: «On s'en fout de ton humeur, tu suis le plan». Mmh. Et alors la première fois qu'elle l'a dite, elle s'est faite insulter sur les réseaux sociaux parce que évidemment tout le monde disait: «Non mais attends, tu peux pas dire ça, les gens qui font un burn-out et les gens épuisés, les gens pas alignés». Bien sûr qu'il faut aussi écouter comment on se sent. Et en fait, elle expliquait de dire: «Oui, bien sûr qu'il y a les exceptions qui confirment la règle et que je vous demande pas de suivre bêtement votre plan sans tenir compte de vous, mais qu'au bout d'un moment, quand on est entrepreneur, mais comme beaucoup de choses dans la vie, bah, il faut travailler pour ce qu'on veut. Il y a des moments où ce sera pas aligné, il y a des moments où ce sera très désagréable, il y a des moments où on va devoir sortir de notre zone de confort, heu, sans sentir que ça vibre au fond de nous et en fait, c'est OK. Il y a des jours où on sera pas motivé au réveil et c'est OK, mais ça ne vous empêche pas de continuer à avancer, à suivre votre plan, à vous diriger vers vos objectifs et que ça doit pas devenir des excuses. Mmh. Et j'ai observé maintenant, mais je pense que toi et moi, on est un peu pareil, on a ce privilège de pouvoir être un peu des dinosaures, de dire on est là depuis plusieurs années. Donc on voit les tendances sur Mmh. plusieurs années qui arrivent, qui repartent et tout. Et on a eu cette tendance de quand on est arrivé, c'était hustle, 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 il fallait, foncer, pas se poser de questions, mindset, soit le lion qui dévore les agneaux, que sais-je, blablabla. On a vu la contrepartie extrême arriver de s'écouter, l'alignement, la vibration, l'énergie intérieure, l'énergie féminine, toutes ces choses-là qui sont extrêmement importantes aussi. Et je pense que là, on a besoin de revenir à un curseur entre les 2, de Mmh. dire tout n'est pas que alignement, vibration et manifestation sans passage à l'action et sans parfois se botter les fesses. Tout n'est pas non plus que, je fonce tête baissée, tête brûlée, sans tenir compte des autres ni de moi-même, ce qui n'est pas viable non plus, mais un mix entre les 2 que je trouve très résumé par cette phrase de: «Fuck your mood, follow the plan». J'adore. Ouais, j'ai bien fait d'insister. Non, mais Eh bah, c'est vrai écoute, que c'est très, très bien résumé et j'espère que ça, fera prendre conscience aussi à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent de dire que, des fois on peut avoir un rêve et se dire: «Oui, mais il faut attendre que je sois alignée, il faut attendre le bon moment» et cetera. Mais à un moment sans passage à l'action, comme tu le dis, en fait, on n'avance pas, quoi. C'est important de se dire que, bah, il faut faire et il faut avancer, donc avançons. Est-ce que tu as un livre que tu nous recommanderais, une lecture ou quelque chose, ou un podcast, quelque chose qui t'inspire et que tu voudrais nous partager? eh bah, oui, tout à fait, parce que je viens de terminer la relecture d'un livre que j'adore et justement pour, faciliter le passage à l'action, il est extraordinaire, qui s'appelle «Un rien peut tout changer».
de Mmh. James Clear. Le titre original, c'est Atomic Habits, donc c'est un livre sur Ah oui. les habitudes, le pouvoir des habitudes, l'effet levier des habitudes et en fait, comment est-ce qu'on peut, avec des petites astuces hyper simples, mais très précises qu'il nous partage, se débarrasser de mauvaises habitudes qu'on peut avoir, implémenter de nouvelles habitudes, mine de rien, sans que ça nous coûte des efforts et transformer littéralement notre quotidien. Il m'a beaucoup aidé pour mes routines. Là, je l'ai relu, pendant les fêtes de fin d'année, je l'ai terminé, hier soir, tu vois? Donc c'était, Pour être c'est tout prête, frais pour et être prête vraiment je pour me la dis, semaine. c'est ça et vraiment je me dis: «Mais tout entrepreneur devrait lire ça». Ouais, écoute, parfait, j'adore. Est-ce que tu vois quelque chose qu'on n'aurait pas abordé et que tu aurais envie de rajouter? On a fait le tour de beaucoup de choses. J'aurais pu creuser des dizaines d'heures dans chaque, chacun des piliers qu'on a abordés. Je pense que ce que je pourrais dire, c'est que ce que je vois se profiler sur le marché et vraiment là je m'adapte à aux personnes qui nous écoutent, qui sont assistantes virtuelles ou qui veulent devenir, assistantes virtuelles. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de besoins et il y a beaucoup de réalités sur un marché qui est en train de devenir très cosmopolite dans Mmh. l'entrepreneuriat. Et en même temps très exigeant et donc encore une fois, je pense que faire preuve d'esprit critique, même avec ce qu'on vient de dire, Sandy et moi, surtout moi, parce que c'est surtout moi qui ai beaucoup parlé dans ce podcast, ne prenez pas ça pour argent comptant. Allez, faire votre expérience, allez faire votre test. Écoutez-vous aussi si à un moment quelque chose vous semble pas OK, faites différemment, mais savoir oser s'écouter et savoir remettre en question le statu quo ou la parole de quelqu'un, c'est Mmh. hyper important dans un monde, qui commence à devenir, je trouve, de plus en plus complexe. Ouais, c'est bien pour terminer. Qu'est-ce qu'on peut te projeter et te souhaiter pour 2026 pour 2026 alors? Tout ce que tu veux, je prends. Bon, et ben écoute, le meilleur dans tous les domaines de ta vie. Plein de bonheur, de santé, d'amour, de succès, d'abondance. Et puis, bah, écoute, encore une fois, mille merci à toi d'avoir accepté de te prêter au jeu de l'interview, de m'avoir accordé ce temps. Je suis ravie de notre échange et j'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie. Et merci beaucoup Sandy. Merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont écoutés aussi. Et c'était un plaisir. Donc merci pour cet échange. Avec plaisir. Je mettrai bien sûr tous les liens pour te rejoindre dans les commentaires. À très bientôt. À très vite.